Apparemment, j'aime bien chercher les problèmes. Je suis ostéopathe et j'ai été invité à participer à un congrès international de kinésithérapeutes. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée d'appeler mon intervention « Pourquoi les meilleurs kinés sont ostéos ?» Alors oui, c'est un petit peu provocateur, mais je vais vous expliquer un petit peu. Dans cette vidéo, là, je m'entraîne à faire cette présentation qui va durer environ 1 heure et je me suis dit autant la filmer parce que je me dis que les personnes qui n'assistent pas à cette conférence, peut-être qu'ils seront intéressés de savoir ce que j'y dis. Donc voilà, vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous allez savoir un petit peu pourquoi, selon moi, les meilleurs kinés sont ostéopathes. On va commencer par désamorcer un petit peu la situation avec une phrase qui a été prononcée par une de mes patientes. Et cette phrase, en fait, elle désamorce pas la situation. Les ostéos, c'est un peu des super kinés. Ça, c'est une phrase qui a été prononcée donc par une de mes patientes. Et en fait, beaucoup de patients qui consultent des ostéos peuvent parfois dire ça. Et quand on est ostéopathe, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire parce que ça nous donne un petit sentiment de supériorité. Et à vrai dire, c'est aussi quelque chose qu'on a eu tendance à nous faire croire durant nos études d'ostéopathe. Si on fait déjà un tout petit peu preuve d'esprit critique, on peut se rendre compte que si un patient vient voir un ostéo, c'est peut-être parce qu'il a eu par le passé des expériences qui ne lui ont pas convaincu, qui ne lui ont pas convenu avec une prise en charge en kinésithérapie. Donc au final, cette phrase, les ostéos, c'est un peu des super kinés, je pense que ça en dit plus sur le parcours de soins des patients qui le disent, plutôt que sur la compétence réelle du kiné ou de l'ostéo. Alors, à cette phrase, les ostéos sont un peu des super kinés, on pourrait aussi répondre, oui d'accord, mais d'un autre côté, la kinésithérapie, c'est un peu plus sérieux. Parce que la kiné, c'est une vraie thérapie, basée sur des vraies données scientifiques, avec des preuves d'efficacité et des modèles théoriques qui sont solides. Là où l'ostéopathie, elle se base sur certains concepts qui sont foireux. Et on va en parler un petit peu. En fait, la comparaison entre ces deux professions, les kinés, les ostéopathes, elle est souvent faite. Elle est faite par les patients, elle peut être faite par les praticiens ou parfois par certains médias. Il y a beaucoup d'articles qui sont parus régulièrement pour dire quelles sont les différences entre ces deux professions et qui est-ce qu'il faut consulter en cas de mal de dos ou quelle profession devrait disparaître de la surface de la Terre. Ça, c'est plus des débats au sein des kinés, par exemple, certains kinés. Alors, on se rend compte que des fois, c'est un peu compliqué de faire cette différence entre kiné et ostéopathe. Et je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple une vidéo qui a fait beaucoup de vues sur Internet où on voit un jeune patient qui consulte un monsieur. Et ce jeune patient, il a très mal au dos. Il est penché en avant, il n'arrive pas à se redresser. On voit le professionnel qui discute avec le patient. Le professionnel, il va faire un examen clinique, il va toucher le patient, appuyer à certains endroits, reproduire la douleur. Il va également lui faire un examen neurologique pour voir comment fonctionnent les nerfs. Il va regarder des imageries médicales. Déjà, quand on voit ça, on peut se poser la question, c'est quoi ce professionnel? C'est un kiné ou c'est un ostéo? Je rajoute quelques infos. Après ça, le professionnel va faire de la thérapie manuelle. Il va manipuler le jeune patient. Et après, il va lui proposer des exercices. Alors, à votre avis, ce professionnel, est-ce qu'il est kiné ou est-ce qu'il est ostéopathe? On répondra à cette question tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est pas évident, en fait. Quand on voit tout ce que fait ce professionnel, c'est pas évident de savoir quelle est sa profession. Et ça pose question. Ça pose question parce que théoriquement, quand on voit quelqu'un pratiquer, on doit être capable de dire, ça c'est un garagiste, ça c'est un plombier, ça c'est un enseignant. Là, est-ce que c'est un kiné ou un ostéo? C'est difficile à dire. Alors, c'est une question que j'aimerais vous poser d'abord, que je vais poser en direct lors de la conférence. Vous, est-ce que y a des gens qui, parmi vous, ont un a priori qui est plutôt positif vis-à-vis de l'ostéopathie, qui pensent que l'ostéopathie, ça peut être utile, voire qui souhaitent éventuellement se former pour devenir ostéopathe? Et je vous invite, là que vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous invite éventuellement à noter en commentaire de cette vidéo, spontanément, en disant voilà, au début, voilà ce que je pense. Et puis éventuellement à la fin de la conférence, vous pourrez rajouter un commentaire ou mettre à jour votre commentaire pour dire un petit peu si ça a un petit peu changé votre point de vue. Donc, est-ce que vous avez un a priori positif? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez un a priori plutôt négatif? Des gens qui pensent que l'ostéopathie, c'est plutôt du bullshit, il y a beaucoup de choses qui ne valent pas grand-chose, que ça ne sert à rien, ou plus simplement, qui sont un petit peu sceptiques vis-à-vis de l'ostéopathie. Aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie, on va parler de kinésithérapie sous l'angle de la science et de l'esprit critique. Parce que j'ai été invité au CIFEP par le pôle Esprit critique et recherche, donc
J'essaye de faire un lien quand même entre mon sujet et le pôle qui m'a invité, et surtout parce que c'est des sujets qui m'intéressent depuis des années. La recherche, l'esprit critique, et vous allez vous rendre compte que c'est peut-être une position qui est un peu inconfortable quand on est ostéopathe. S'intéresser à l'esprit critique, ça nous amène à nous remettre en question beaucoup de choses dans notre propre profession. Alors, je me présente rapidement. Moi, j'ai 3 casquettes. Donc, je m'appelle Pierre-Élie Bernard. Mon nom est indiqué juste en bas. Je suis ostéopathe. Donc, j'ai 3 casquettes aujourd'hui. Ma première casquette, c'est donc je suis ostéopathe depuis bientôt 12 ans et j'ai une spécialisation dans la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. J'ai fait plusieurs formations, un diplôme universitaire sur le diagnostic des douleurs à l'université de Versailles, plusieurs formations avec le Neuro-Orthopedic Institute, ceux qui ont fait Explain Pain, pour ceux qui connaissent, plusieurs formations sur la douleur, sur les neurosciences de la douleur, modèle biopsychosocial et une formation avec Anthony Halimi, qui est un kinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. J'ai également un intérêt particulier pour l'accompagnement des sportifs. J'ai fait des formations avec Ben Cormack, qui est un kiné, un physio anglais, sur l'utilisation d'exercices thérapeutiques. J'ai fait une autre formation avec un autre kiné sur comment on peut adapter des exercices les lifts, donc c'est les exercices de soulevé de terre, squat, développé couché, pour des gens qui ont des douleurs, parce que c'est un sport que je pratique. J'ai également un diplôme de personal trainer au Luxembourg, puisque j'habite à côté du Luxembourg, à la frontière luxembourgeoise, côté français. Et donc j'ai passé une formation pour être personal trainer au Luxembourg, non pas pour entraîner des gens, mais pour avoir des connaissances qui peuvent m'être utiles dans ma pratique. J'ai également suivi des formations avec la clinique du coureur, donc encore en rapport avec le sport. Ma deuxième casquette, c'est que je suis devenu sceptique, c'est-à-dire que je me suis mis à douter de beaucoup de choses, dans ma profession, mais pas seulement. C'est-à-dire que je préfère qu'on apporte des preuves de ce qu'on avance. Donc quand des gens me disent quelque chose, j'aime bien qu'ils me montrent comment ils savent que c'est vrai. Et j'aime bien remonter aux sources de l'information. Et ma troisième casquette, c'est que je suis vulgarisateur. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de la douleur. Et peut-être que ça explique le titre un petit peu putaclic de cette présentation. Pourquoi les meilleurs kinés sont ostéos. C'est un petit peu plus aguicheur, on va dire, que si j'avais appelé ça ostéopathie et kinésithérapie, analyse critique sur un champ de compétences commun et avenir des professions. C'est un peu plus chiant. Mais en fait, on va parler un petit peu de ça. Mais j'essaie de rendre le truc un petit peu plus sexy parce que, en vrai, le sujet est intéressant. Et je suis également formateur. Je suis formateur sur l'accompagnement des sportifs douloureux. Je forme des ostéos, des kinés, des éducateurs sportifs sur comment on peut adapter l'entraînement d'un sportif qui a des douleurs, comment on peut lui expliquer ce qu'il a, comment on peut lui conseiller, quels exercices on peut lui proposer, etc. Au programme aujourd'hui, on va parler un peu de ma profession, donc de l'ostéopathie, mais également de la vôtre, si vous êtes kiné. Donc on va parler de 2 professions, ostéo et kiné. On va voir les gros problèmes qu'il peut y avoir avec l'ostéopathie et ses modèles théoriques. Mais dans un souci d'équité, on va aussi parler des problèmes qu'on peut avoir avec la kinésithérapie. Et vous allez comprendre comment j'en suis arrivé à penser que les meilleurs kinés sont ostéos. Et pour ça, plutôt qu'un plan académique un peu chiant, je vais vous raconter une histoire qui commence en 2007, quand j'ai commencé à faire mes études d'ostéo, jusqu'en 2024, aujourd'hui, où je me retrouve à essayer de transmettre des notions d'esprit critique à mes confrères. Alors, et on commence par le chapitre 1, lune de miel. Pourquoi l'ostéopathie, c'est trop cool ? Donc ça, vous me voyez, moi, jeune provincial qui arrive à Paris pour mes études d'ostéo. En 2007, j'ai commencé mes études d'ostéo. En fait, moi, j'ai toujours aimé les sciences. J'ai toujours aimé tout ce qui était biologie, physiologie, anatomie. C'est des choses sur lesquelles j'apprenais facilement. La médecine, à vrai dire, il n'y avait aucun métier de médecin qui m'attirait vraiment. Parce que, en fait, quel médecin passe vraiment du temps avec ses patients ? Ça, c'est un élément que je m'étais fait comme remarque. C'est bien beau, c'est bien d'avoir plein de connaissances et d'aider les gens, mais si c'est pour passer 15 ou 20 minutes avec eux, moi, je trouvais ça pas assez, en fait. La kiné, à vrai dire, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Peut-être parce que j'avais une vision un peu erronée de la profession, ou en tout cas, durant les années 2000, c'était la vision un peu classique qu'on pouvait avoir de la kinésithérapie, à savoir faire du massage, mettre des électrodes, mettre du chaud et avoir 5 patients en même temps. C'était pas quelque chose qui me vendait du rêve, vraiment. Et puis j'ai découvert l'ostéopathie, et là ça a été une véritable révélation. L'ostéopathie, j'ai vraiment trouvé ça trop cool parce que la personne, elle vient avec un symptôme et puis on va un peu mettre notre casquette d'enquêteur et on va chercher le coupable. On va essayer d'avoir une vision vraiment globale pour comprendre pourquoi cette personne a mal. On va poser des questions sur ses antécédents, sur l'hygiène de vie. On va tester pas que la zone douloureuse, mais vraiment le corps entier. Et ce qui m'attirait, c'est qu'on soignait pas juste une épaule ou juste de l'arthrose, mais vraiment une personne dans son ensemble. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment séduit à l'époque. Et surtout, on pouvait prendre le temps pour le faire.
Et cet aspect humain, pour moi, ça a été déterminant dans mon choix vers ces études-là. Et durant mes premières années d'études, j'ai découvert encore plus de choses qui m'ont vraiment fait tomber amoureux de la discipline. Amoureux entre guillemets, mais voilà, qui m'a vraiment fait me dire « Waouh, je suis vraiment content d'être là ». Déjà, on s'intéressait pas tant aux symptômes, mais vraiment on recherchait la cause. Et ça, c'est un truc qui était vraiment classe. On se dit, ouais, moi je traite pas juste le symptôme, quoi. J'essaie de comprendre pourquoi c'est là. On développe notre toucher, ça c'est un truc qui est assez intéressant, parce que dans notre société, le toucher, c'est un sens qui est vraiment mis de côté, surtout dans notre société occidentale. On touche peu les gens, et il y avait cette idée de... Il y a des gens qui ont une oreille extraordinaire quand ils font de la musique, il y a des gens qui ont un nez incroyable quand ils travaillent dans les parfums ou dans le vin. Ils sont capables de développer ce sens à l'extrême, et nous, on était capable de développer notre toucher et sentir des choses assez incroyables. Et j'avais un exemple durant mes études. Je savais que j'avais régulièrement une gêne dans la zone de la sacro-iliaque droite, donc au niveau du bassin à droite, et il y avait un prof, moi j'étais allongé sur la table, sur le dos, et il avait mis ses mains à l'arrière, juste sous le crâne, là, sous l'occiput, et il avait tiré comme ça, de manière très progressive, et il essayait de sentir où est-ce qu'il y avait des tensions. Et il m'a dit « Ah, il y a un truc vers le bassin à droite, sacro-iliaque ». Je me suis dit « Waouh, incroyable ». Le mec, il est capable de tester ma sacro-iliaque depuis la tête. Je trouvais ça incroyable. On y reviendra à ça. L'ostéopathie, moi, ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est qu'il y avait vraiment énormément de sciences, des sciences fondamentales. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup d'anates, de physio, de biomécanique. Ces trois matières, elles représentaient 570 heures de cours, rien que ces trois matières-là. Et les modèles théoriques pour expliquer pourquoi ça marche, il y en avait plusieurs et ils étaient quand même assez balèzes. Par exemple, les lois de Frayet, vous avez une illustration juste à droite là, qui vont décrire un petit peu la façon dont les vertèbres bougent les unes par rapport aux autres pour savoir où est-ce qu'il y a des pertes de mobilité et dans quel sens il faut manipuler les vertèbres. Il y avait les triangles de Little John, qui sont en fait une sorte de représentation qui explique des liens qu'il peut y avoir entre le bassin, le crâne, certaines vertèbres, certains étages vertébraux en particulier, et ça nous donnait des indications de, tiens, s'il y a une dysfonction ici, on va plutôt aller manipuler à tel endroit. Ou encore le modèle crânien de Sutherland, qui explique comment les différents os du crâne vont avoir des mouvements subtils, mais des mouvements entre eux, pour comprendre comment ça fonctionne et où est-ce qu'il peut y avoir des petits conflits avec le passage de certains nerfs ou certains vaisseaux sanguins. Bref, tout ça, ça faisait qu'on pouvait dire que l'ostéopathie, c'est à la fois une science, un art et une philosophie. Et ça, on va pas se mentir, ça pète la classe quand même. Quand on a 18-19 ans et qu'on est en train de faire nos études, on se dit, ouais, est-ce que je suis scientifique, artiste ou philosophe? Pourquoi choisir après tout, hein? Je suis les trois en même temps. Et ça marche, les patients sont ravis, les cabinets sont pleins, en tout cas c'est ce que nous disaient les profs en 2007, et comme ce sont des enseignants et ce qu'ils disent c'est forcément vrai, sarcasme, et en tout cas on sait... Et ça, c'est la première référence que je vais vous donner dans cette présentation, et vous inquiétez pas, les prochaines seront un peu plus sérieuses. On sait qu'un Français sur deux a déjà consulté un ostéo. Donc en fait, là, c'est des sondages qui ont été faits. Donc les sondages, qualité méthodologique qui n'est pas extraordinaire, mais ça nous donne une indication. Je vous donnerai plus tard d'autres références, pas sur ce sujet-là, mais d'autres références scientifiques pour le coup. Et donc me voilà en 2012, fraîchement diplômé d'ostéopathie. Je sors prêt à aller sauver le monde avec mes compétences incroyables et sans savoir exactement ce que la science me réserve. Chapitre 2. La fosse septique. Pourquoi l'ostéopathie, c'est aussi un peu de la merde. En 2012, il y a eu un autre truc important, l'année de mon diplôme. Il y a eu des élections présidentielles. Alors quel rapport, vous allez me dire? En fait, je me suis intéressé pour la première fois à de la politique et de fil en aiguille, 2 ans plus tard, en 2014, je suis allé à une soirée où il y avait des débats politiques. Et je connaissais personne. Personne. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai discuté avec un gars qui m'a dit qu'il venait de créer une chaîne YouTube avec un pote à lui qui parlait de science et d'esprit critique. Et moi, j'aime bien les sciences. Donc j'ai fait, ah cool, je vais aller voir ce que c'est. Cette chaîne, c'est La Tronche en Biais. Donc j'avais rencontré Vlad Tapas, pour ceux qui connaissent, dans une soirée de manière totalement aléatoire. Et en fait, j'ai vu les premières vidéos de La Tronche en Biais et ça a été pour moi un point d'entrée dans le monde de la vulgarisation scientifique et de l'esprit critique en général. Et en fait, au cours des années suivantes, j'ai appris énormément de choses grâce à ces vulgarisateurs sur la science et l'esprit critique. Et ça m'a appris plusieurs choses. Par exemple, qu'il faut se méfier du bon sens. Et ça, c'est un truc, il y a plein de fois des gens qui vont expliquer, justifier ce qu'ils avancent par « c'est du bon sens ». Et en fait, on se rend compte, quand on creuse un petit peu dans l'esprit critique, qu'il y a plein de choses qui semblent être du bon sens, qui sont en fait trompeuses. Par exemple, c'est un exemple, celui du monoxyde de dihydrogène. Et ça, c'est totalement vrai, hein. Le monoxyde de dihydrogène, c'est
une molécule, une substance chimique qu'on a retrouvée dans plein de produits de consommation et qui pourtant peut être assez dangereuse. Par exemple, c'est une substance qui est incolore, donc il n'y a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur et qui est pourtant présente partout autour de nous. Si on en inhale, donc si on en aspire même en très petite quantité, ça peut nous tuer. Le contact avec sa forme gazeuse, ça peut provoquer des brûlures et sous forme solide, ça peut provoquer des lésions sur nos tissus. On en retrouve dans les biopsies de lésions précancéreuses, il est utilisé comme adjuvant dans les vaccins et toutes les personnes qui sont entrées en contact avec cette substance sont mortes ou vont mourir. Et là, vous vous dites, c'est quoi ce truc? Eh bien, ce truc, c'est de l'eau. C'est de l'eau, si vous regardez ce que je viens de dire. L'eau, c'est incolore, c'est inodore. Si on en inhale, donc si on en aspire, on peut mourir. Ça s'appelle une noyade. Son contact avec la forme gazeuse, c'est des vapeurs d'eau très chaudes, ça peut brûler. Sous la forme solide, ça peut provoquer des lésions tissulaires parce que c'est de la glace. Si vous laissez de la glace sur votre peau, ça peut faire mal. On en retrouve un peu partout, c'est normal. Et toutes les personnes qui sont entrées en contact avec sont mortes ou vont mourir parce qu'a priori, tous les gens sont morts ou vont mourir un jour. Donc en fait, cette phrase, elle est juste bateau. En fait, toutes ces phrases-là, elles font peur. Elles sont vraies. Est-ce que pour autant, on doit interdire l'eau? Je ne pense pas. Donc c'est un exemple qui montre que, oui, il faut se méfier un petit peu du bon sens. Un autre exemple, vous avez juste à droite là une composition chimique d'un produit qu'il m'arrive de consommer de manière régulière. Je l'avais une fois montré à ma mère et elle m'avait dit « Ouh là là, ça a l'air d'être tout chimique, ça, personnellement, j'en consommerai pas ». Sauf que, en fait, cette composition-là, c'est la composition de la fraise des bois, donc qui pousse dans la forêt. Donc, encore une fois, on a des représentations qui sont que, bah oui, là, il y a plein de trucs chimiques, on comprend pas trop, donc ça doit être pas bon. Ouais, sauf qu'en fait, non, en fait, c'est juste un fruit, quoi. C'est ce qu'on appelle tout ça des biais cognitifs. Notre cerveau, il prend des raccourcis pour nous aider à comprendre et à interpréter le monde. Et la plupart du temps, ces raccourcis, ils sont utiles. Mais des fois, ils nous font arriver à des conclusions qui sont fausses. Et pour essayer de me prémunir contre ces erreurs, j'ai appris plusieurs choses. Déjà que tout le monde, comme tout le monde, j'ai ces biais-là, mais tout le monde en a, mais moi aussi. J'ai appris que mon expérience seule, elle est assez peu fiable pour tirer des conclusions. Je vous donnerai un exemple, la diapo suivante. Et il y a une conférence aussi faible que le jour où je participe, qui sera animée par Florent Martin sur ce sujet-là, justement, sur l'expérience. Et j'ai appris à remonter aux sources des informations, et des fois, il s'avère que les sources, elles sont vraiment, vraiment décevantes. Et j'ai appris que des choses qui peuvent sembler extraordinaires, elles peuvent parfois avoir des explications qui sont bien moins fantastiques. Par exemple, des explications sociologiques, psychologiques, neurologiques, et pourtant, ça en reste pas moins passionnant. Ça n'a pas besoin d'être magique, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. En fait, ça peut être super intéressant, même si ça peut s'expliquer parfois de manière un petit peu plus simple. Petit exemple sur l'expérience de terrain, qui est un grand débat qui secoue très régulièrement les milieux de la prise en charge des douleurs, mais aussi du sport. Admettons que je reçoive quelqu'un en séance et je lui fais des trucs, peu importe le truc, que ce soit des manipulations, du massage, des exercices, l'utilisation d'un appareil high-tech ou de l'acupuncture holographique à photons polarisés. Et la personne, elle va mieux. Donc la conclusion, c'est que la personne, elle vient, je lui fais mon truc, elle va mieux, c'est que ça fonctionne. C'est du bon sens. Une conclusion qui serait plus prudente, ça serait de dire, la personne, elle va mieux. Point. Et c'est cool, c'est cool. Mais est-ce qu'elle va mieux grâce à mon intervention ? Ou est-ce qu'elle va mieux parce qu'il y a eu une évolution naturelle de la maladie ? Un rhume passe seul au bout de quelques jours. Donc le traitement, si on va mieux après avoir pris un traitement, est-ce que c'est le traitement qui a fait un effet ou est-ce que c'est juste le temps qui a fait un effet ? On a la même chose pour la plupart des lombalgies. La plupart des maux de dos finissent par passer seuls. Donc le fait d'aller mieux après être allé voir un kiné ou un ostéo, ça ne nous dit pas forcément que le kiné ou l'ostéo a été efficace. Est-ce que les gens vont mieux juste parce qu'il y a une régression à la moyenne ? C'est-à-dire que si la personne a consulté au moment où il y avait un pic de douleur, naturellement, ça a tendance à se normaliser un petit peu après. Ou parce qu'on a rassuré la personne, parce qu'elle avait des attentes positives vis-à-vis de la thérapie qu'on lui a proposée. À droite, vous avez un schéma qui a été fait par Laurent Fabre, un collègue ostéopathe, qui était une adaptation d'un article de 2017, où on voit que lorsqu'on propose un traitement à des gens, le groupe sans traitement va s'améliorer. Verticalement, c'est la quantité d'amélioration clinique en fait. Verticalement, en bleu, on voit qu'il y a une amélioration qui est liée à l'évolution naturelle. En vert, on peut rajouter tout ce qui est les effets contextuels, ou l'effet placebo. Et en rouge, on va rajouter les effets spécifiques d'un traitement. Et en fait, on se rend compte que naturellement, sans rien faire, ça va mieux. En rajoutant du placebo, ça va encore mieux. Et en rajoutant un traitement qui est efficace, il y a une petite amélioration en plus qui n'est pas énorme en fait. Le gros de l'amélioration est vraiment lié à l'évolution naturelle et aux effets contextuels. Donc, la personne va mieux, super. C'est pas une preuve que ce qu'on a fait est vraiment efficace, en fait.
Moi, il y a deux chaînes qui m'ont vraiment le plus marqué là-dedans. C'est celle d'Hygiène Mentale, qui est juste en bas là, donc Christophe Michel, il s'appelle le monsieur. Et une autre, ce sont les cours de Richard Monvoisin, à l'université de Grenoble. La chaîne YouTube, c'est auteur UGA pour Université Grenoble-Alpes. Et c'est des cours qui s'appellent Zététique et Autodéfense intellectuelle. J'ai trouvé ça extraordinairement enrichissant. Les deux chaînes, elles ont une approche ultra pédagogique et très bienveillante. Et moi, personnellement, ça m'a permis de me remettre en question beaucoup de choses parce qu'il y a zéro agressivité dans ce qu'ils disent. Et c'est parfois ce qu'on peut reprocher un petit peu au monde du scepticisme. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir tendance à être un petit peu des cons et ça peut créer une sorte de réactance où en fait on va se dire ok, le mec est con, j'ai pas envie de l'écouter. Alors que là, vraiment, ces deux chaînes-là, je trouve qu'elles apportent énormément de choses et qu'elles peuvent permettre de remettre en question des choses de manière beaucoup plus douce. En parallèle de ma découverte du scepticisme, j'ai fait un diplôme universitaire sur la douleur. Et j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert le modèle biopsychosocial, qu'on met en opposition au modèle biomédical. Alors, si vous ne connaissez pas, j'ai fait une autre vidéo sur le modèle biopsychosocial et inactif. Le modèle biopsychosocial, aujourd'hui, en 2024, on en entend beaucoup parler. En 2012, c'était relativement nouveau en France dans les prises en charge des douleurs en tout cas. Donc à l'époque, moi j'ai découvert ça, qui m'a fait me rendre compte que la douleur c'est un peu plus complexe que juste des nerfs ou de la mécanique. Il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs sociaux, c'est complexe. J'ai découvert les neurosciences de la douleur et l'éducation du patient, le fait d'expliquer au patient ce qu'il a et en quoi ça va pouvoir l'aider, de comprendre ce qu'il a, et les effets réels de la thérapie manuelle et ses limites aussi. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui beaucoup diffusées, mais à l'époque, c'était tout nouveau. Et par exemple, je me rends compte que la douleur, c'est un peu plus compliqué que de dire que la personne a sa 4e vertèbre dorsale en dysfonction. Donc, grosse remise en question. Voici quelque chose que j'ai remis en question dans mon cursus d'ostéo. Par exemple, je pensais qu'en ostéo, on allait rechercher la cause de la douleur. La réalité, c'est que la douleur, c'est une expérience qui est complexe, qui est multifactorielle, avec des composantes sensorielles, émotionnelles, cognitives et affectives, qui dépendent du contexte et de l'environnement dans lequel la personne se trouve. Vous avez les références toujours en bas là. Et il n'y a probablement pas une cause unique. Donc en réalité, on ne peut pas rechercher la cause de la douleur, parce que souvent, ça n'existe pas. Souvent, c'est une myriade de constellations de plein de facteurs qui peuvent faire que cette personne, à ce moment-là, elle ressent de la douleur. Ça montre au passage l'influence biomédicale dans laquelle s'inscrit l'ostéopathie. À la base, quand elle a été créée il y a 150 ans maintenant, malgré sa vision globale, il y avait quand même cette influence biomédicale qui a tendance à rechercher des liens de causalité linéaires, alors que le modèle biopsychosocial implique quand même une complexité quand même et une interrelation entre plein de facteurs. Je pensais également qu'on avait une sorte de super pouvoir de palpation. Et objectivement, c'est vrai, on développe notre palpation, on arrive à ressentir des choses qu'on n'arrivait pas à ressentir avant. La question c'est, est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est utile? Voilà, en gros, est-ce que ça nous aide vraiment à mieux prendre en charge les gens? Je fais un petit mème rigolo à droite, tester la cheville douloureuse, ah non je veux pas, mais par contre poser les mains sur le crâne pour ressentir la cheville, ça oui. C'est petit rapport avec ce que m'avait fait le prof qui avait trouvé que j'avais un truc à la sacro-iliaque droite en se mettant au niveau du crâne. Bah c'est pas plus simple d'aller poser les mains sur le bassin en fait. Enfin, je veux dire, pourquoi se prendre la tête? C'est qu'à de le dire, pourquoi se prendre la tête pour tester le bassin à distance alors qu'on peut aussi mettre les mains à l'endroit où ça fait mal? On peut se poser la question, quel est l'intérêt? La réalité du coup de la palpation, c'est que les tests qui sont basés sur la palpation, ils sont en réalité assez peu fiables. Il y a pas mal d'études qui ont été faites pour voir dans quelle mesure ces tests ils étaient reproductibles entre différents praticiens. Est-ce qu'ils retrouvaient la même chose? Spoiler, non. Est-ce qu'ils étaient reproductibles en intra-praticien? C'est-à-dire que le même praticien teste plusieurs fois. Est-ce qu'il retrouve la même chose? Et pas forcément. Donc, c'est des tests qui sont assez peu fiables. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce qu'on ressent, ça vient du patient? Est-ce que ça vient de nous-mêmes? Exemple, si vous mettez les mains sur un crâne et que vous êtes très attentif à ce que vous ressentez, vous pouvez vous mettre à ressentir des sensations d'expansion, rétraction très légères. Et ça, c'est quelque chose qui était décrit dans le modèle crânien de Sutherland et Magoon. Le truc, c'est que si vous faites la même chose avec un ballon de baudruche, au bout d'un moment, vous allez ressentir des mouvements d'expansion, rétraction au niveau du ballon. La question, c'est est-ce que ça vient du ballon ou est-ce que ça vient de vous? Je laisse la question en suspens. Nos sens ne sont donc pas très fiables. Et je vous donne un exemple visuel. Donc si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, je vous invite à regarder l'écran, ça sera plus parlant pour vous. À droite, là, vous avez un schéma qui s'appelle le damier d'Adelson. Vous avez donc un damier avec un cylindre dessus qui déporte une ombre. Vous avez une case A en haut et une case B en bas. La question, c'est quelle est la case la plus sombre?
Et là, si vous êtes normaux, vous dites, bah, c'est évident, c'est la case A. La case A, elle est plus sombre que la case B. Mais en êtes-vous bien sûr? Regardez bien le schéma. Si je fais ça, quelle est votre réponse? Ah, je reviens en arrière. Regardez. Il n'y a pas de trick, hein, il n'y a pas de... Regardez une case, je change de couleur. Voilà, ok. Vous vous rendez bien compte, en réalité, ces deux cases ont exactement la même couleur. Pourquoi on voit une différence quand on est sur cette image-là? Tout simplement parce que nos yeux ne captent pas, ou plutôt la vision n'est pas une juste représentation de la quantité de lumière qui rentre dans nos rétines. Parce que si ce qu'on voyait, l'expérience de la vision était une juste représentation de la quantité de lumière qui rentre dans nos yeux, on verrait spontanément ces deux cases de la même couleur. Parce qu'elles ont la même couleur. La réalité, c'est que quand on voit quelque chose, il se passe plein de trucs de manière instantanée qui font que notre cerveau va essayer de donner du sens à l'image. Et là, le sens, il est évident. Il y a un damier, il y a une alternance de cases sombres et de cases claires, et il y a une ombre qui est déportée sur la case claire. Ce qui fait que du coup, elle nous apparaît légèrement plus sombre qu'elle ne l'est réellement. Donc, le sens, c'est que la case B, elle est plus claire. La réalité, c'est que la case B, elle a exactement la même couleur que la case A. Et c'est un peu ce même genre de choses où on va chercher à donner du sens dans ce qu'on voit, qui va faire qu'on va avoir ce qu'on appelle des pareidolies, qui vont faire qu'on va voir des choses dans les nuages, ou sur un toast grillé, ou sur une tache d'humidité, ou encore dans notre café. Ça, c'est toujours intéressant, les pareidolies. Donc on met du sens dans les choses, dans les perceptions qu'on a. Et parfois, ce sens, c'est nous qui le créons. C'est pas forcément une réalité. Une autre chose que j'ai remise en question, c'est le fait que voilà, les cabinets sont pleins, c'est bien la preuve que ça marche. La réalité, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un appel à la popularité. C'est pas parce que plein de gens vont voir l'ostéo ou les kinés que c'est la preuve que ça fonctionne. Par exemple, dans les années 30, il y avait un entrain pour l'eau radioactive. On a pensé que les eaux radioactives avaient des bienfaits pour la santé. Le radium, il a été découvert en 1898 et en quelques années plus tard, Pierre Curie s'aperçoit que les eaux thermales sont plus radioactives que la normale. Donc il s'est dit, ah bah tiens, les gens ils vont mieux en allant dans des eaux thermales, elles sont plus radioactives, donc c'est que ça doit être probablement grâce à ça, grâce à la radioactivité. Donc vous avez à droite des petits entractes publicitaires de l'époque qui disent c'est trop bien, ça va vous soigner vos maladies d'estomac, d'intestin, les rhumatismes, etc. Prenez notre eau radioactive. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est quelque chose qui est populaire que c'est forcément efficace. Et les modèles théoriques dont je vous parlais tout à l'heure, ils étaient globalement claqués au sol. Les lois de Frayet, qui expliquent comment les vertèbres bougent les unes par rapport aux autres, elles ont été décrites en 1918 avec les connaissances biomécaniques de l'époque. Problème, les connaissances actuelles et notamment les moyens de mesure dont on dispose aujourd'hui avec des IRM dynamiques, etc., elles les contredisent. Donc en gros, on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas comme ça. Et de toute façon, manipuler selon un paramètre précis, donc en allant aller viser pile telle orientation, etc., quand on veut manipuler une vertèbre, on sait que ça ne change rien au résultat. On sait que ça fait du bien, mais on sait que ça ne changera pas le résultat. Donc, en réalité, ces lois-là de Frayet, elles ne servent pas à grand-chose. Le modèle crânien de Sutherland, Magoon, il a été décrit en 1920 en partant du principe que les biseaux entre les os du crâne, c'était le signe d'un mouvement, minime, mais d'un mouvement entre ceux-ci, entre les os du crâne, et qui était influencé par la fluctuation du liquide céphalorachidien. Il y a eu un rapport Cortex qui a été fait en 2016, donc Cortex c'est un collectif d'esprit critique, qui explique que aucune des hypothèses qui font la spécificité des fondements physiopathologiques de l'ostéopathie crânienne n'est vérifiée. Donc en gros, actuellement, tout le modèle qui est derrière, on n'a pas de preuve que ça fonctionne comme ça. Et depuis, il y a quelques données qui ont été faites sur les mouvements du LCR. Donc oui, il y a des mouvements. Oui, il semble y avoir une déformabilité des os du crâne. C'est des données que je connais mal. Je ne vais pas utiliser ces données pour vous dire oui, mais en fait, depuis, on a des preuves pour dire qu'en fait... parce qu'en fait, la question, c'est... ok, même s'il y a des mouvements du LCR et même si les os du crâne sont déformables, ça ne veut pas dire qu'on peut les sentir, ça ne veut pas dire qu'on peut les modifier avec nos mains, ni que ça peut avoir un intérêt thérapeutique. C'est pas le sujet que je maîtrise le plus. En tout cas, on sait que le modèle théorique tel qu'il a été décrit par Sutherland, on n'a pas de preuves qu'il fonctionne comme ça. On a même plutôt des preuves allant à l'inverse, dans l'autre sens. Bon, quand on se remet en question comme ça, il n'y a rien de tel que d'aller chercher du soutien sur Internet. Et je suis tombé sur un magnifique commentaire qui me disait « Une seule solution, la reconversion. Faites un vrai métier. » Ce qui nous amène au chapitre 3. La kiné, un nouvel espoir. À un moment, j'ai sérieusement songé à me réorienter pour devenir kinésithérapeute. Il y a une école qui est ouverte pas très loin de chez moi, au Luxembourg justement.
Et je me suis posé la question, mais est-ce que je ferais pas mieux d'aller me reformer, quoi? Et la kinésithérapie, donc ça, ce que je vais vous dire là, c'est ce qu'on entend souvent auprès de certains sceptiques. Certains sceptiques, qui sont sceptiques vis-à-vis de l'ostéopathie, vont dire oui, mais la kiné, c'est quand même vachement plus sérieux. Par exemple, la kiné, elle est bien plus intégrée au système de soins, ce qui est vrai. C'est une profession de santé, contrairement aux ostéos qui ont un statut qui est un petit peu bâtard. Les kinés, ils sont intégrés dans les hôpitaux, les cliniques, les équipes sportives. Et les modèles théoriques sont vachement moins tirés par les cheveux. On parle de troubles de la posture, on parle d'arthrose, de déséquilibre musculaire, d'instabilité, de contrôle moteur, etc. Vous avez à droite là un cours issu d'un institut de formation en master kinésithérapie qui parle de ces différents modèles-là. En plus de ça, ils utilisent du matériel de pointe, et non pas des trucs un peu ésotériques, chelous comme en ostéo. Donc ils parlent de machines comme les ultrasons, fréquences radio avec le TECAR ou le CELU-M6 pour du massage mécanisé. Et d'ailleurs, les techniques qui sont efficaces en ostéo, elles viennent en fait de la kiné, comme l'indique ce magnifique commentaire sur une page sceptique sur laquelle j'allais à un moment, qui dit l'ostéopathe, il utilise des techniques de kinésithérapeute qui se sont avérées efficaces. Donc en gros, les techniques qui fonctionnent en ostéo, elles viennent de la kiné. Mais bon, étant un jeune sceptique, maintenant, je me dis, ok, très bien, on me dit tout ça. Je vais essayer d'aller vérifier. Je vais essayer de remonter aux sources. Et là, oui, chapitre 4, la science contre-attaque. L'espoir aura été de courte durée. Parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes avec toutes les choses que je viens de vous dire. Alors déjà, le fait que les kinés soient professionnels de santé, ça ne les immunise pas contre le bullshit. On peut rappeler les médecins homéopathes. Et je vous dis ça, j'ai consulté des homéos pendant très longtemps. Mes parents m'ont emmené voir un homéopathe, et il y a une fois où même étant moi-même convaincu que l'homéopathie n'avait pas d'effet spécifique, je suis quand même allé voir un homéopathe pour une raison. Parce que je savais qu'il allait prendre le temps, qu'il allait être capable de m'écouter, d'entendre ma demande et de répondre à ma demande. Et j'étais moins sûr que mon médecin de l'époque, non homéopathe, aurait été capable de le faire. Donc, les homéopathes, je vous rappelle quand même que la prétention de l'homéopathie, en général, ça peut être par exemple de guérir des syndromes grippaux, quoi que ça veuille dire, en mettant du foie de canard de Barbarie qu'on macère pendant 40 jours, puis qu'on dilue plusieurs dizaines de fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul atome de la préparation d'origine, et que ça va vous soigner un syndrome grippal. Ou alors qu'on peut faire une préparation similaire à base de glandes anales de putois, pour guérir la spasmophilie. C'est vrai, tout ça. Ou encore qu'on va diluer du contenu du mur de Berlin pour guérir des traumas émotionnels. Ça vous semble étrange? Parce que ça l'est. Alors, si vous vous êtes jamais intéressé à la littérature scientifique sur l'homéopathie, les sceptiques en ont fait beaucoup, et globalement, les données de bonne qualité vont toutes dans le même sens, qui est que quand on fait bien les études, l'homéopathie ne semble pas supérieure à un placebo. Donc, on peut tout à fait être professionnel de santé et proposer des soins qui n'ont aucune preuve d'efficacité. D'ailleurs, si on revient sur les kinésithérapeutes, nombreux sont ceux qui pratiquent en dehors des recommandations de bonne pratique. Il y a une étude qui est parue en 2020 qui se demandait dans quelle mesure les kinés pratiquent ou bien les soins qui sont recommandés, ou bien les soins qui ne sont pas recommandés, ou bien des soins où on n'a aucune idée de ce que ça fait. Alors, le pourcentage de kinés qui proposent des traitements recommandés, il était de 40% dans les années 90, il est monté à 50% dans les années 2000, et il est redescendu à 35% dans les années 2010. Alors, on est sur des échantillons, c'est pas des sondages qui ont été faits au niveau national ou quoi que ce soit, c'est des échantillons, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant, la dynamique est intéressante. Le pourcentage de kinés qui proposaient des traitements non recommandés est passé de 41% dans les années 90 à 28% dans les années 2000 et remonté à 39% dans les années 2010. Et enfin, c'est ça qui est vraiment intéressant, le pourcentage de kinés qui proposent des traitements dont on ne connaît pas l'efficacité, ça augmente. C'est passé de 41%, puis à 55%, puis à 70%. Donc dans les années 2010, 70% des kinés qui étaient interrogés proposaient des soins dont on ne connaissait pas l'efficacité. Alors j'ai fait quelques petites recherches, c'est vraiment pas exhaustif, parce qu'on est sur des domaines là, pour le coup, moi j'ai pas ce genre de thérapie, donc j'ai pas creusé plus que ça. Mais typiquement tous les trucs high-tech, genre la TECAR thérapie, moi je connaissais pas, nous on n'a pas ce genre de truc. Il y a une étude qui est parue en 2020 qui essaie de voir ce qu'on sait aujourd'hui de la TECAR thérapie. La littérature disponible au sujet de la TECAR thérapie est rare et d'un faible niveau de preuve. Toutes les allégations sont sans fondement scientifique.
Quand on sait que la machine coûte entre 8 et 10 000 euros à l'achat, ou 16 000 je crois, 8 et 16 000 euros à l'achat, ça fait mal aux fesses. Les ultrasons, alors là aussi, je ne connais pas toutes les indications, mais je sais que par exemple, dans le management des douleurs lombaires chroniques, les évidences actuelles ne supportent pas l'utilisation des ultrasons. Même chose dans les cas d'entorse, il y a plein de cas comme ça où les ultrasons ne semblent pas avoir d'effet supérieur à un placebo. Alors il y a d'autres trucs, j'avais aucune idée que ça existait. La photobiomodulation, n'était pas meilleure qu'un placebo pour réduire la douleur et l'incapacité chez les patients qui avaient des douleurs lombaires non spécifiques. Et les lasers, low-level laser, pareil, c'est des trucs que je ne connaissais pas. Pas de différence entre le laser et le placebo sur les traitements de la sévérité de la douleur ou les capacités fonctionnelles chez des patients qui avaient des douleurs lombaires. Là, c'était spécifiquement chez des gens qui avaient des douleurs liées à des hernies discales. Bref, tout ça, c'est des trucs qu'on n'a pas en ostéo. Mais en fait, c'est des choses qui sont pratiquées et pour lesquelles, là, en l'occurrence, on n'a pas de preuve d'efficacité. Les modèles théoriques, revenons-y. Les modèles théoriques qui, au premier abord, peuvent sembler vachement plus logiques que des trucs un peu chelous d'ostéo. Les troubles posturaux, bon, là, ils sont très, très, très sérieusement remis en question par de nombreux papiers. Je vous ai mis quelques références en bas. Par exemple, là à droite, le fameux extrait de cours de l'Institut de formation en masseur-kinésithérapie où il parle de lordose, de déséquilibre musculaire, etc. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de données qui montrent que les cambrures, syphose, lordose, même si elles sont marquées, elles ne semblent pas associées à la douleur. Donc en fait, ça ne nous donne pas d'indication franchement sur est-ce que c'est un problème ou pas. Et le truc, c'est que les préventions qui sont basées sur ces modèles vraiment posturaux biomécaniques, elles ne fonctionnent pas. Quand on dit aux gens gardez le dos droit, pliez les genoux, ça ne marche pas pour réduire les douleurs. Même chose pour est-ce qu'il faut avoir une bonne sangle abdominale, est-ce qu'il faut se muscler plus. Vous avez à droite un tweet qui a été fait par un mec qui est quand même docteur en physiothérapie, donc le gars a quand même des compétences a priori. Il dit vous avez mal au dos parce que vous avez un weak core, donc en gros vous avez une sangle abdominale faible. Ça on le sait maintenant, c'est faux. Il y a de fortes preuves que les exercices de gainage ne sont pas plus efficaces que n'importe quelle autre forme d'activité physique. De plus amples recherches sont peu susceptibles de changer ces conclusions, et ces modèles-là, ils peuvent même induire un effet nocebo, donc c'est l'inverse du placebo, un effet nocebo majeur et créer plus de mal que de bien chez certains patients. Et ça, je vous invite à lire, si vous l'avez jamais lu, l'étude de Darlow, The Enduring Impact of What Clinicians Say to People with Low Back Pain. En gros, à quel point ce qu'on va dire à nos patients peut avoir un effet énorme sur leur douleur et l'incapacité sur le long terme. Et ça, le fait de dire aux gens qu'ils ont des muscles faibles, on sait que non seulement c'est faux, mais que ça peut provoquer plus de problèmes qu'autre chose. Parce que est-ce que faire du renforcement musculaire va être utile ? Oui, on sait qu'il y a des bénéfices, mais pas parce que les gens sont plus forts, ni parce qu'il y a plus de mobilité. Parce que les effets bénéfiques ne sont pas attribuables au changement dans le système musculo-squelettique. J'aurais aussi pu parler de méthodes de Busquet, de RPG que je ne connaissais pas, de dry needling. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles on manque sérieusement de preuves, ou encore d'approches vraiment plus exotiques, comme ce qu'on peut voir là dans des centres de formation pour kinés ou des magazines pour kinésithérapeutes, avec des choses vraiment étranges, de thérapie holistique, des chakras, réflexologie faciale, etc. Bref, comme nous le disait notre ami tout à l'heure, une seule solution, la reconversion, faites un vrai métier. Bon, tout n'est pas acheté. Tout n'est pas acheté parce que y a des modèles théoriques qui sont dépassés et qui sont encore enseignés dans certaines écoles, mais globalement, ça va en s'améliorant. J'ai fait un petit sondage auprès de ma communauté sur Instagram notamment, beaucoup de kinésithérapeutes qui me suivent, et je leur ai demandé un petit peu s'ils avaient des choses un petit peu incroyables qui leur avaient été enseignées en formation. Et globalement, alors c'est peut-être un biais de sélection, peut-être que les gens qui me suivent sont déjà un petit peu intéressés par les dernières données scientifiques, mais globalement, ça semble aller en s'améliorant. Beaucoup des choses dont je vous ai parlé là ne sont plus enseignées dans beaucoup d'instituts de formation. Donc ça va en s'améliorant. Et il y a certaines thérapeutiques qui sont proposées qui ont des effets positifs sur la douleur, donc c'est les exercices, la thérapie manuelle, mais pas pour les raisons qu'on pensait à une époque. Les gens vont mieux avec des exercices, pas parce qu'on les renforce. La thérapie manuelle aide, pas parce qu'on remet des vertèbres en place, mais pour d'autres raisons. Et en fait, tout ça, c'est valable aussi pour l'ostéo, si vous remarquez bien. Des modèles théoriques dépassés qui sont encore enseignés dans certaines écoles, mais ça va en s'améliorant, et des thérapeutiques proposées qui ont un effet positif, mais pas pour les raisons qu'on pensait à une époque. Et c'est l'un des gros parallèles qu'on peut voir dans nos deux professions, kiné et ostéo, c'est que globalement, on est nul, mais que dans les deux professions, certains essayent de devenir moins nuls. Ce qui nous amène à notre chapitre final, l'ascension de l'evidence-based practice.
L'evidence-based practice, donc la pratique fondée sur les preuves, c'est en gros un nouveau paradigme qui émerge, qui fait qu'on va mettre moins d'importance sur les données de l'intuition, sur l'expérience clinique ou sur l'argumentation physiopathologique, c'est-à-dire la logique. En gros, mécaniquement ça peut s'expliquer ou biologiquement ça peut s'expliquer, et on va se baser plus sur les données scientifiques issues du terrain en fait, parce que oui, les données scientifiques peuvent être issues du terrain. Concrètement, quand on fait cette thérapie dans un contexte qui est bien contrôlé, est-ce que les gens vont mieux? Est-ce qu'ils vont mieux que lorsqu'on leur propose un traitement placebo? Et en fait, se baser sur les meilleures données disponibles, c'est un devoir qui est éthique, parce que ça va nous permettre de proposer des meilleurs soins possibles, ce qui va permettre d'améliorer la santé des gens, et ça va permettre aussi aux patients de prendre des décisions qui sont éclairées. C'est-à-dire que les gens, si on leur dit, voilà les différentes options dont on dispose, voilà les preuves dont on dispose, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça, c'est important que les gens ils puissent faire un choix en ayant ces données-là. Et en fait, cette evidence-based practice, elle se développe particulièrement ces dernières décennies, clairement beaucoup chez les physios, chez les kinés, mais aussi, et c'est moins connu, chez les ostéos. Parce que je vous ai un petit peu menti. Je vous ai un petit peu menti sur plusieurs trucs. C'est que durant mes études, le modèle crânien, Magoon, Sutherland, moi, en 2009, il m'avait déjà été enseigné comme étant un modèle historique. C'est-à-dire qu'on nous disait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, mais on vous l'enseigne parce que ça fait partie de la culture ostéopathique et que c'est important de le connaître et pour pouvoir aussi échanger avec nos confrères. Mais sachez que c'est pas comme ça que ça marche. Les lois de Frayette, elles nous ont pas été enseignées. D'ailleurs, il y a un papier qui a été publié en 2009 qui a été écrit par deux de mes enseignants qui étaient ostéos, Laurent Fabre et Raphaël Zegara-Parodi, sur les lois de Frayette et qui justement disaient, en fait, on sait aujourd'hui que ces lois, elles fonctionnent pas comme ça, donc ça vaut peut-être pas le coup de continuer à les enseigner. Donc nous, elles ne nous ont pas été enseignées. Aujourd'hui, dans le milieu ostéopathique, il y a de plus en plus de mémoires de fin d'études qui se tournent vers l'evidence-based practice. L'attitude des enseignants en ostéopathie, elle est majoritairement positive envers le BP. Alors, c'est dans certaines écoles, il y a peut-être un biais de sélection là aussi, c'est-à-dire que peut-être que ça a été demandé dans des écoles qui sont déjà tournées vers ça, mais en tout cas, il y a certaines écoles où c'est le cas. En 2023, il y a eu 2 symposiums ostéo tournés sur l'importance de l'EBP. Il y a la création au cours d'un syndicat qui est orienté vers l'EBP et la lutte contre les dérives thérapeutiques. Et il y a des organismes de formation qui sont spécialisés dans cette approche EBP. Je peux citer par exemple Cookie Learning. J'ai un lien d'intérêt avec eux parce que c'est eux qui proposent la formation que je propose. On en arrive à une certaine porosité en fait entre nos deux professions. Quand on parle de prise en charge des douleurs musculo-squelettiques, et je le précise, quand on parle de prise en charge de douleurs musculo-squelettiques, en fait il y a une porosité entre les kinés EBP et les ostéos EBP. Moi je me suis formé auprès d'ostéos et de kinés, je forme aujourd'hui des ostéos et des kinés. Et on peut se poser 2 questions. Quand on regarde les données scientifiques et qu'on vire tout le bullshit en ostéo et qu'on vire tout le bullshit en kiné, il reste quoi d'efficace pour prendre en charge nos patients qui ont des douleurs ? Et deuxième question, si on pratique selon les données de la science, il reste quoi comme différence entre les kinés et les ostéos ? Alors, on peut citer la thérapie manuelle. Alors là, c'est certaines références qui ont été données par Anthony Halimi, justement en réponse aux commentaires qui disaient qu'il fallait changer de métier. Je précise qu'Anthony Halimi, donc il est kinésithérapeute, il n'a pas d'intérêt particulier envers la thérapie manuelle, parce que même s'il propose une formation sur la prise en charge des douleurs, c'est pas une formation de thérapie manuelle. On n'en fait pas du tout. J'ai fait sa formation, on ne fait pas du tout de thérapie manuelle dans sa formation. Donc il n'a pas un intérêt particulier à défendre la thérapie manuelle. Contrairement à moi, par exemple, qui suis ostéo. Mais voilà, donc Anthony Halimi avait répondu à ce commentaire en donnant plein de références, en disant, par exemple, pour la lombalgie aiguë non spécifique, la thérapie manuelle, elle ferait partie des meilleurs traitements pour diminuer transitoirement la douleur le temps de la guérison. Ça serait peut-être même le meilleur à 1 semaine. Pour la lombalgie non spécifique chronique, c'est analogue, voire supérieur aux autres traitements présents dans les guidelines. Même avec une analyse en IPD, donc où on prend les données de chaque patient, c'est similaire pour la lombalgie non spécifique chronique, y compris aux exercices, 1 an après. Pour la cervicalgie non spécifique chronique, c'est encore une fois équivalent ou supérieur aux autres traitements des guidelines. Et pour les douleurs sous-acromiales au niveau de l'épaule, alors il n'a pas trouvé d'études à long terme, mais la thérapie manuelle se glisse dans le top des traitements pour les effets à 6 semaines. Donc la thérapie manuelle, ça a un intérêt. Qu'elle soit pratiquée par un kiné ou un ostéo, ça semble avoir un intérêt. Et les exercices, alors on a de fortes preuves d'un effet modéré sur les douleurs, et les effets sont très variables d'une personne à l'autre. Les mécanismes, c'est probablement pas lié à des changements dans le système musculo-squelettique, c'est pas parce que les gens deviennent plus forts, endurants, ou à cause des changements dans les tissus, mais c'est probablement des effets neurophysiologiques sur les voies qui gèrent la douleur, les voies neurologiques qui gèrent la douleur, mais aussi des effets psychologiques sur l'auto-efficacité, le catastrophisme, l'inflammation. Tout ça, c'est des choses que j'aborde par exemple dans ma formation.
Si on regarde ce qui fonctionne pour la prise en charge des douleurs, il y a par exemple des recommandations qui ont été publiées par le British Journal of Sports Medicine, et on se rend compte que les 11 recommandations, il y a beaucoup de compétences qui sont partagées par les kinés et les ostéos. Le fait d'avoir une approche patient-centrée, le fait de rechercher les red flags, donc des signes d'une éventuelle pathologie sous-jacente, le fait de rechercher des facteurs psychosociaux, ne pas faire d'imagerie, ou plutôt ne faire des imageries que quand c'est nécessaire, le fait de faire un examen clinique, le fait de faire de l'éducation aux patients, d'inciter ou d'accompagner vers la reprise des activités. Et la thérapie manuelle, c'est une chose qui est possible, qui n'est pas indispensable, mais qui est possible et qui peut être bénéfique en plus d'autres approches. Vous vous souvenez de ce monsieur-là, qui avait au tout début de mon intervention, donc ce monsieur qui avait fait, avec un adolescent qui avait très mal au dos, qui lui a fait poser des questions, qui a fait un examen clinique, un examen neuro, qui a regardé l'imagerie, qui a fait de la thérapie manuelle et des exercices. Je vous rappelle la question, est-ce que ce monsieur il est kiné ou est-ce qu'il est ostéo? Et la réponse, c'est que ce monsieur, ni l'un ni l'autre, il est chiropracteur. Donc en fait, on rajoute une troisième profession dans le tas. On pourrait même en rajouter une quatrième avec les éthiopathes en France, qui sont une discipline assez proche de l'ostéopathie. On se rend compte qu'en fait, on a plusieurs professions dans le champ de la prise en charge musculo-squelettique qui semblent avoir des compétences communes en fait. Et la question qu'on peut se poser, c'est quoi la spécificité de chacune de ces professions? C'est quoi la spécificité des kinés? C'est quoi la spécificité des ostéos? Et en fait, c'est une question que se posent les ostéos et les chiros depuis quelques années. Vous avez à droite là l'exemple de quelques articles qui ont été publiés sur le sujet, qui se posent la question de mais si on pratique selon les dernières données scientifiques, qu'est-ce qui reste de spécifique à notre profession? Et en fait, cette problématique, je trouve qu'elle est bien résumée dans une citation qui vient d'un article qui ne parle pas de thérapie manuelle, mais qui parle d'evidence-based practice. Et je vous la résume comme ça, de manière en direct. Ce que nous dit cette citation, c'est que les praticiens evidence-based, entre guillemets, donc ceux qui se basent sur les données de la science, ils pourraient partager des attitudes en commun, plus d'attitudes en commun avec d'autres praticiens evidence-based qu'avec des collègues de leur propre profession qui ne sont pas evidence-based. Et c'est concrètement ce que moi, je retrouve. C'est-à-dire, des fois, j'ai des ostéos dans ma ville qui ont la même profession que moi, je ne comprends pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ou alors j'ai une vague idée, mais pour moi, ça me semble pas aberrant, mais presque. Alors qu'à l'inverse, il y a des kinésithérapeutes qui, je me retrouve vachement plus proche de ce qu'ils font. Donc, il y a un kiné en particulier qui s'appelle Quentin, qui bosse pas très loin de chez moi, qui connaît l'importance de la communication, qui cherche à travailler sur les croyances ou sur les peurs de ses patients, qui crame ses patients avec des exercices intenses quand c'est nécessaire, qui sait faire un examen neurologique poussé. Mais en plus de ça, ce kiné, Quentin, il a aussi une approche biopsychosociale, c'est-à-dire qu'il tient compte de la personne dans son ensemble et dans son environnement. Il a une approche qui est patient-centrée et il est en accord avec les données de la science. Et ce que je viens de dire là, eh ben en fait, ça fait partie des principes de l'ostéopathie. Et ça va peut-être faire bondir certains sceptiques, oui. Être en accord avec les données de la science, avoir une approche patient-centrée, ça fait partie des principes de l'ostéopathie. Vous avez à droite là quelques parties que j'ai screenshotées d'un article qui date de 2002. C'était une mise à jour des principes de l'ostéopathie, parce que ça on ne vous le dit pas souvent, mais les principes de l'ostéopathie ont été mis à jour à plusieurs reprises. Et en 2002, il y avait le fait que le patient c'est le focus de la prise en charge, que ça incorpore les guidelines evidence-based, et il y a cette notion de prise en charge globale. Et même dans la loi française, il y a écrit que l'ostéopathie il a une approche systémique. Donc tout ça, le fameux kiné Quentin, qui a une approche biopsychosociale, patient-centrée, en accord avec les données de la science, et ben en fait, ça ressemble beaucoup à de l'ostéopathie, en fait. Vraiment, Quentin, qui est un très bon kiné, il fait un peu de l'ostéopathie. Et à l'inverse, ce kiné me disait qu'avec les autres kinés qui font que du massage électro-chaud sur quasiment tous leurs patients, il n'a pas l'impression de faire le même métier. Et à l'inverse, certains ostéos essayent de faire de leur mieux pour faire de la prévention et de la promotion de la santé à travers certains conseils. Ils peuvent aider les gens à mieux bouger, à faire plus de choses, donc à traiter certains troubles du mouvement ou les capacités fonctionnelles. Et ça se rapproche franchement de la définition de la kinésithérapie. Donc encore une fois, certains ostéos qui essayent de bien faire leur boulot selon les dernières données de la science, ils se retrouvent à faire quelque chose qui est très proche de la kinésithérapie. Encore une fois, là, je parle de la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. Je ne parle pas de tous les autres champs de compétences de la kinésithérapie. Alors, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on doit collaborer? En pratique, Quentin, le kiné, il me renvoie certains patients sur lesquels il est en difficulté et ou des patients qui peuvent avoir une attente positive vis-à-vis de la thérapie manuelle ou positive vis-à-vis de l'ostéopathie en particulier. Et Quentin, il va préférer les envoyer vers moi plutôt que vers un confrère qui va leur donner un discours ultra nocebo à base de vertèbres déplacées ou je ne sais quoi d'autre. On sait qu'on parle le même langage, on sait qu'on a un peu les mêmes idées
au fond, qui sont basées sur les dernières données de la science, et donc on est capable d'avoir le même discours. Et à l'inverse, moi je renvoie vers Quentin des patients qui ne relèveraient pas de ma compétence, par exemple quand il y a une lésion tissulaire qui nécessite une rééducation, une déchirure, une élongation, une rupture ligamentaire ou autre, bah là clairement c'est du travail de la kinésithérapie. Ou alors des gens qui ont besoin d'un suivi régulier, notamment avec des exercices. Et ben je sais qu'un suivi avec un kiné sera peut-être plus adapté. Donc moi je renvoie à ce moment-là vers Quentin, le kiné. Et l'avenir, quel est l'avenir en gros concrètement avec ces deux professions ou multiples professions qui ont les mêmes compétences? Une possibilité qui a d'ailleurs été évoquée par l'IGAS, dans un rapport de l'IGAS sur l'ostéopathie, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ils ont suggéré l'intégration de l'ostéopathie dans le système de santé, parce que comme je le disais, l'ostéopathie actuellement a un statut un peu bâtard, et on n'est pas remboursé par la Sécu, mais on n'est même pas considéré comme professionnel de santé. Ça a été suggéré d'intégrer les ostéos au système de santé pour un meilleur contrôle de la formation et de la pratique, pour une meilleure protection des usagers en cas d'accident ou de faute professionnelle, et éventuellement pour aller vers une universitarisation de la discipline, ce qui va aider aussi probablement une mise à jour des compétences des praticiens. Et pourquoi pas, et ça a été évoqué par certains, une fusion des professions. Pourquoi pas une création d'une nouvelle profession qui regrouperait les praticiens musculo-squelettiques EBP, les gens qui essayent de se baser sur les dernières connaissances, qu'ils soient kiné, ostéo, chiro, éthio, pourquoi pas création d'une nouvelle profession. Alors, de quelle manière, sous quel statut, remboursement ou pas, c'est compliqué. Une chose est sûre, c'est que la science, elle ne va pas nous donner la réponse. Parce que la science, elle est descriptive, elle n'est pas prescriptive. La science, elle nous donne des données qui nous disent qu'il y a certains outils qui sont utiles pour la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques, que ces outils sont utilisés par plusieurs professions. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation ? Ce n'est pas la science qui va nous le dire. Ça sera un choix collectif et un choix politique. Et là, ça ne relève plus vraiment de ma compétence. Tout ce que je peux faire, c'est vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, vous pouvez répondre un petit peu en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez de cette conférence et spécifiquement de cette question-là. Vous avez ici un lien que j'ai mis pour les gens du CIFEP pour qu'ils reçoivent justement cette intervention-là et pour s'abonner également à ma newsletter. En fait, normalement, si vous voyez cette vidéo, vous avez été abonné à ma newsletter et si c'est pas le cas, si quelqu'un vous a envoyé le lien, en cliquant sur ce lien-là, vous aurez effectivement, une fois par mois, j'envoie un mail dans lequel je vulgarise certains éléments en rapport avec la douleur, la prise en charge des douleurs et le sport éventuellement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ce lien-là, je le mettrai en description. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Et merci pour votre attention.